Merci Madame Nedelec pour l'ensemble du travail que vous réalisez, l'énergie que vous déployez pour cette campagne d'attractivité. Elle est essentielle, elle est au cœur du dispositif, elle est au cœur de CAP 2030, elle est au cœur de toutes nos actions, parce que sans attractivité, toutes nos politiques risquent d'être mises en difficulté. On en parlait ce matin de la santé, mais on pourrait parler du fonctionnement du conseil départemental, on pourrait parler de tout ce qu'on met en place pour regagner de la population, tout ce qu'on fait au quotidien. L'attractivité, c'est vraiment au cœur de notre action. Et je crois qu'il faut vraiment y mettre de l'énergie et montrer qu'on y croit. Et je crois que c'est vraiment ce que vous faites en permanence. Et c'est vraiment très important pour nous tous. Alors, on a des Merci. demandes d'intervention. Madame Laurence Robert de Haut, Madame Brigitte Fischer-Patria et Madame Cardinal ou Monsieur Fertès. Alors, Madame Robert de Haut, vous avez la parole. Oui. Donc nous nous abstiendrons sur ce dossier. Il y a toujours cette particularité des Parisiens. C'est compliqué d'imaginer les Parisiens revenir en Haute-Marne. Je vous rappelle que nous sommes en pleine crise sanitaire, que visiblement 2021 va également être une période où il y aura probablement peu de voyageurs, pas beaucoup de touristes, où les gens seront toujours très frileux pour bouger. Et le budget alloué pour cette publicité diverse, que ce soit sur les ondes ou dans Paris, sur les affiches, me semble démesuré par rapport à la période que nous traversons. Madame Nedelec, vous voulez répondre? Si vous voulez, Monsieur le Président, je dirais d'abord que ce n'est pas tout à fait un fantasme de voir des Parisiens revenir dans des territoires ruraux. Ça existe déjà beaucoup, y compris d'ailleurs en Haute-Marne. Ils ne viennent pas forcément de Paris, mais vous savez pourquoi on a ciblé dès le départ Paris et la région parisienne. C'est parce que c'est la plus grande concentration de population, parce que c'est là que manifestement toutes les études, tous les sondages montrent que c'est là aussi qu'on observe le plus de volonté en quelque sorte, alors pas forcément toujours concrétisée, c'est vrai, mais de départ, parce que bon, la vie en région parisienne n'est pas forcément très idyllique, hein, on en a des preuves tous les jours. C'est pour ça qu'on a concentré notre campagne ici. Quant au budget, effectivement, oui, je peux être d'accord avec vous. Les sommes qui sont présentées sont assez importantes. Néanmoins, il faut aussi savoir l'objectif qu'on poursuit. Et nous ne sommes pas les seuls sur la grille de départ. Donc, les sommes qui vous semblent exceptionnellement importantes et excessivement importantes, si je prends simplement la campagne d'attractivité, on est à un peu plus de 500 000 euros. Certains départements, et pas forcément les plus prestigieux, mais qui se battent comme nous pour essayer de redynamiser leur territoire et d'attirer plus de population, consacrent jusqu'à 800 000 euros dans simplement des campagnes de télé. Donc, je pense que nous sommes relativement, je sais, la communication sont des budgets importants, j'en suis très consciente, voyez-le bien, mais je trouve que nous sommes finalement assez sages et que nous avons un ratio entre les dépenses engagées et l'efficacité qui est, enfin, c'est peut-être pas à moi de le dire parce que ça va, je vais avoir l'air de manquer de modestie, mais surtout que ce n'est pas forcément moi qui suis la plus aux manettes et au travail sur le terrain, mais ce rapport-là est plutôt bon, voire très bon. Mais bon, chacun a son opinion. Merci Madame Nedelec. Moi, je ne pense pas que les sommes sont excessives. Elles sont à la hauteur de l'ambition qu'on a pour le département. On a 10 ans de retard, on a un vrai déficit d'image, un vrai déficit d'attractivité. Ça plombe tout, ça plombe toutes nos politiques, ça plombe toutes nos actions. Ces questions-là, on aurait dû se les poser il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps qu'il y a des départements qui ont effectivement misé, investi sur des campagnes d'attractivité. Donc aujourd'hui, on a du retard. Je voudrais dire aussi que ça a redonné une certaine fierté aux Haut-Marnais eux-mêmes, qui avaient aussi un sentiment
toujours petit département, petit moyen, toujours petit, on était toujours petit surtout. Et je peux vous dire que les Haut-Marnais sont très fiers de ce qu'on fait. Alors maintenant, on peut le partager ou pas le partager. Bien sûr, on est là pour en débattre. Mais tout ce qu'on fait, c'est la vraie fierté parce que les premiers ambassadeurs, même si on a nos ambassadeurs qui sont un petit peu mis en avant, mis en lumière, les premiers ambassadeurs, ce sont les Hauts-Marnais. Voilà. Et à Paris, c'est Rachel Blanc qui me glissait ça dans l'oreille. À Paris, il n'y a pas que des Parisiens. Il y a aussi beaucoup de provinciaux qui ont envie de revenir en province. Il y a beaucoup de non-Parisiens à Paris. Et c'est cela aussi, c'est vraiment notre cible principale. Parce que les vrais Parisiens, ils quitteront jamais Paris. Mais il y a beaucoup plus de non-Parisiens à Paris que de Parisiens. Donc voilà, donc c'est pas excessif. C'est pas des sommes qui font tourner la tête. C'est des sommes à la hauteur de l'ambition qu'on a pour le département. Si on n'a pas d'ambition, bah, je pense que voilà, on fait autre chose. En tout cas, ici, il y a une grande ambition qui est partagée par la majorité. Et je voudrais vraiment à nouveau dire que c'est des sommes qui peuvent paraître importantes, mais pas tant que ça finalement. Pas tant que ça. C'est vraiment très mesuré notre campagne. Et d'ailleurs, ça mérite de monter encore en puissance. Et je peux vous le dire, Madame Nedelec, on montera encore en puissance s'il faut, parce que les premiers signes sont là. On est dans un contexte sanitaire justement qui montre qu'il y a une vraie demande de retour aux sources, retour à la campagne. On va avoir ce parc national qui va aussi avoir un vrai pouvoir d'attractivité. Donc, c'est vraiment pas le moment de faiblir et c'est plutôt le moment d'accélérer. Voilà, donc il n'y aura pas d'inflexion sur ce budget, il y aura plutôt des augmentations et on va continuer à faire ce qu'on fait parce qu'on voit que ça commence à porter. Et moi, je vais vous dire, je rencontre beaucoup d'Hauts-Marnais qui nous expliquent que ce qu'on fait, c'est vraiment bien. C'est pas que de la com de président ou de la com d'élus, c'est vraiment de la com pour le département. Et je crois qu'on en a vraiment besoin. Madame Fischer-Patria, vous aviez demandé la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Déjà, félicitations et je suis vraiment fière de ce qui est fait par vous, Madame la Vice-Présidente, et par toute la Commission 2. Vraiment, c'est un très beau travail. Et je suis sûre qu'il porte ses fruits, qu'il va porter ses fruits. Donc, j'avais une petite question. Est-ce que dans cette phase 2, il est envisagé pour les personnes qui éventuellement viendraient se réinstaller en Haute-Marne ou s'installer en Haute-Marne, comment est-ce qu'il est prévu de les accueillir? Est-ce qu'il est prévu une ventilation pour leur dire où il serait le mieux d'habiter, les agences, voilà. Comment est-ce qu'on peut accueillir? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans cette phase 2 pour l'accueil de ces personnes qui voudraient venir s'installer en Haute-Marne? Merci. Je peux répondre comme vous voulez. Bien sûr, Madame Nedelec, allez-y. Oui, d'abord, merci, ma chère collègue. Je transmettrai évidemment vos propos à toute l'équipe de la communication. Alors, c'est justement la question avec un L majuscule et c'est le gros travail qui nous attend parce que ça implique pas seulement les services du conseil départemental, mais là, ça implique vraiment un travail en partenariat étroit avec aussi bien les chambres consulaires, avec les EPCI et du département, les 8 EPCI. Nous avons déjà, bon, évidemment, cette année, pas de salon, pas de choses comme ça, mais sinon, dès le départ, les deux agglos, Saint-Dizier et Chaumont, nous ont toujours accompagnés dans nos démarches. Mais le vrai challenge aujourd'hui, c'est de mettre en place un noyau. C'est la raison pour laquelle j'ai fait allusion aussi à cette agence d'attractivité que nous appelons de tous nos voeux, pour que les candidats à l'installation, si on peut les appeler comme ça, soient vraiment pris en charge avant leur installation, c'est-à-dire lorsqu'ils manifestent un intérêt pour notre département. C'est ce que je vous ai exposé tout à l'heure, pouvoir organiser des déplacements dans le département où on leur montrerait vraiment, alors là, en vrai, en réel, les atouts de notre territoire, où on pourrait les mettre tout de suite en relation, que ce soit au niveau travail, au niveau logement, enfin, leur montrer qu'on n'a pas menti, que voilà ce qu'on peut s'offrir en Haute-Marne, par exemple, en termes d'habitation. Et c'est vrai que là aussi, quand on dit la concurrence est rude, oui, parce qu'il y a déjà des départements qui qui font du clé en main, c'est-à-dire qui prennent en charge le déménagement, l'installation, l'inscription dans l'école, etc., etc. Alors, le président vient de le dire, on part de très très loin, hein, donc il faut d'une part qu'on arrive à imposer une image positive, et pour ça, c'est vrai que la marque de territoire, dès le départ, a connu vraiment un franc succès.
comme vous avez maintenant en tête la vie en Vosges, je vois la vie en Vosges, et bien voilà, la Haute-Marne respire, inspire. Mais il faut qu'on franchisse cette deuxième étape, c'est-à-dire d'apporter des réponses concrètes aux candidats. Parce que si on leur dit, ah ben tiens, on va vous donner des adresses, des emails, téléphonez donc à celui-ci, à celui-là, ça ne marche pas. Hein. Il faut vraiment qu'ils soient accompagnés dans leur démarche de A à Z. Voilà. Et c'est le grand challenge de l'année qui commence, enfin qui va commencer. Merci Mme Delec. C'est effectivement le grand challenge de l'agence d'attractivité qui, je le redis, ne sera pas une simple agence touriste autour du tourisme. L'agence d'attractivité, il y aura bien tout ce que vous venez effectivement d'expliquer, cette grande ambition. Et c'est vraiment là-dessus. D'ailleurs, j'ai parlé tout à l'heure dans mon discours introductif que ça sera l'année de la décision 2021. L'agence d'attractivité sera vraiment l'outil essentiel qui nous manque maintenant pour passer ce deuxième palier avec tous les partenaires que vous venez d'évoquer et qui sont bien au-delà des partenaires autour du tourisme. Voilà, l'attractivité, c'est un tout et je crois que vraiment on a un beau chantier devant nous. Je crois que M. Fertès avait demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Avant d'intervenir sur ce sujet, je vous précise que Madame Cardinal est obligée de quitter la séance. Elle est en train d'envoyer un pouvoir à Monsieur Guenet, donc vous le recevrez, sinon je voterai sans son pouvoir. Voilà, donc elle vous prie de l'excuser de ce départ. Non, Monsieur Fertès, vous ne votez pas sans pouvoir, vous votez avec un pouvoir. Oui, non, mais moi je veux que les formes soient bien respectées. Hein, donc, oui, tout à fait, on est d'accord. Donc, pour revenir au sujet, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, c'est une très bonne initiative du département que de faire durer ces campagnes de communication et entre guillemets, de passer à une phase 2 avec cette future agence d'attractivité départementale. Il va falloir évidemment la définir et tout ça, mais profiter, c'est le sens de mon intervention, de cette phase 2 pour essayer de voir, donc évaluer au mieux, même si c'est complexe, les impacts donc des 4 premières années de cette campagne de communication pour voir s'il y a des cibles qu'on n'arrive pas à toucher, s'il y a quelques faiblesses, nos points forts, nos réussites, parce qu'il y en a aussi. Et donc, profiter de ce passage pour voir, donc avoir une espèce de grille d'évaluation de la campagne, puisqu'elle aura 4 voire 5 ans en arrière. Donc, est-ce que c'est prévu, est-ce que c'est envisagé ou est-ce que c'est envisageable? Voilà mon intervention, je vous remercie. Merci, Mme Delec, vous répondez, s'il vous plaît? Oui. Oui, ça fera tout juste 4 ans, hein, puisqu'on avait commencé en décembre 2016. Oui, alors vous le savez bien, hein, la partie difficile aussi, c'est d'évaluer avec assez de précision les retombées. Alors, on a plusieurs indicateurs pour ça. C'est vrai, j'ai parlé tout à l'heure des agences immobilières, mais pas que. Il y a aussi tous les retours qu'on peut avoir par différents canaux, d'où l'importance aussi de constituer des réseaux assez solides. Parce que finalement, c'est encore le meilleur canal pour avoir des retours assez fiables. J'insiste bien, assez fiables, hein, parce qu'il y a la perception qu'on peut avoir des choses, puis il y a la réalité des choses. Et de ce point de vue-là, bon, on y travaille. C'est un petit peu aussi l'objet de ce que j'évoquais tout à l'heure, la nécessité de ne pas travailler même si on y met tout son cœur et toute son ardeur, mais un peu tout seul dans son coin, et la nécessité d'élargir les réseaux, de fédérer beaucoup de monde, parce que c'est eux aussi qui nous envoient les retombées. Ça peut être les entreprises, par exemple, sur les recherches qu'elles peuvent avoir en termes de main-d'œuvre. Voilà, il y a plusieurs indicateurs comme ça qui peuvent nous permettre de voir si on est dans la bonne voie. Bon, il semblerait qu'on soit dans la bonne voie, mais encore une fois, on ne peut pas du tout relâcher de rien, parce que, vous le savez, il y a beaucoup de départements qui ont évidemment fait la même analyse que nous, et il ne faut pas se le cacher. Il y en a qui, a priori, ont aussi des atouts à faire valoir, et sans doute aussi des images plus attractives que la nôtre. Hein, faut pas se leurrer. Mais justement, donc il nous appartient, parce que
ce qui peut arriver, enfin, ce qui peut, vous savez, quand on est un peu la tête dans le guidon, ce qui nous apparaît à nous comme quelque chose de peu valorisant ou de très ordinaire, hein, je reviens un petit peu à ce qu'on parlait, à ce qu'on disait ce matin sur d'autres sujets, peut sembler un atout formidable à quelqu'un qui vient de l'extérieur, hein. Quelqu'un qui connaît les bouchons en permanence et les empêchements de circuler librement, enfin etc., peut trouver en arrivant ici que le fait d'avoir peu de monde sur la route, d'être sûr qu'on va mettre 20 minutes pour faire Nogent-Chaumont tous les jours de l'année ou presque, bon, ça peut avoir quelque chose de rassurant, hein. L'espace, nous on est habitués à l'espace, mais c'est une richesse incroyable. Moi je le vois à travers les étudiants qui viennent ici, où parfois on est un peu toujours pareil, hein, on se dévalorise assez souvent, et qui trouvent ici des logements, de l'espace qu'ils n'ont jamais connu, et des conditions même de travail qu'ils n'ont jamais connues. Donc c'est à nous de ne pas être trop blasé de ce qu'on a, et d'arriver vraiment à mettre en avant nos atouts. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir évaluer sans cesse autant qu'on le peut. C'est important pour tracer les routes suivantes. Merci Madame Nedelec pour toutes ces précisions. Alors, y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas. On va donc passer au vote de ce rapport de la deuxième commission avant de prendre la troisième commission. Alors, on y va. Le vote est ouvert. Monsieur André. Pour. Madame Blanc. CBB dedans. Monsieur Brasseur. Madame Brasseur, pardon. Oui, pour. Oui, excusez-moi, Madame Brasseur. Madame Cardinal, elle est donc partie. Est-ce qu'on a son pouvoir, Madame Cardinal? Pour l'instant, non. Bon. Madame Colombo. Pour. Monsieur Convolt. Abstention. Monsieur Feuillet. Pour. Madame Fischer-Patria. Pour. Monsieur Fournier. Pour. Je crois que Gérard Collambert souhaitait prendre la parole avant le vote. Monsieur, non, je ne crois pas. Je pense que c'est Monsieur Viard. Pour. Monsieur Furtès. Pour, mais logiquement, le mail vient d'être envoyé pour le pouvoir de Madame Cardinal. Donc, s'il est envoyé, ce sera pour aussi pour elle. Le pigeon voyageur n'est pas arrivé encore, Monsieur Gouverneur. Pour. C'est bon. Monsieur Grolambert. C'est bon, nous l'avons reçu. Oui, Donc, oui, justement. Vous pouvez donc voter pour Madame Cardinal. Pour Madame Cardinal. D'accord, c'est noté. Alors ensuite, Monsieur Grolambert. Oui, je voulais simplement dire que je regrettais de ne pas pouvoir participer au vote de ce rapport particulièrement important et ambitieux pour notre département, mais CVB 52 est dans le... Donc, je ne participe pas au vote. Le principal, c'est que le rapport soit voté, Monsieur Grolambert. On sait bien que vous êtes attaché à tout ça. Très bien. Alors, vous ne prenez pas part au vote. On Oui. leur dira. Pour Monsieur Ispar, Monsieur Grolambert. Par contre, monsieur Ispar vote pour. Madame Ditulio. Pour. Monsieur Calal. Pour. Monsieur Lacroix vote pour. Madame l'avocat. Madame l'avocat. Oui, pour. C'était fermé. Merci. Madame le Duc. On n'a plus rien maintenant, on n'a plus les fautes. Madame Laurence Robert de Haut. Abstention. Madame Marchand. Pour. Monsieur Martinelli. Pour. Monsieur Martin. Oui, merci. Madame Michel. Pour. Madame Nedelec. Merci. Monsieur Noireau. Pour. Monsieur Olivier. Pour. Madame Pazur-Vigneron. Pour. Monsieur Rabier. Pour. Madame Ravenel. Pour. Madame Elisabeth Robert de Haut. Pour. Madame Rossigneux. Pour. Madame Cholamer. Madame Cholamer. Pour. Merci. Monsieur Thiriot. Pour. Merci, c'est adopté. Nous passons donc maintenant à la troisième. Je n'ai pas voté. Bernard Gendreau.
Monsieur Vous ne m'avez Gendreau. vous ne m'avez pas appelé. Je n'ai pas voté. Ah, mais parce que je pensais déjà à vous pour le rapport qui arrive. D'accord. Alors, Monsieur Gendreau, on appelle, vous vous prononcez sur ce rapport? Oui, pour, bien sûr. Bien sûr. Alors, Monsieur Gendreau, vous avez la parole concernant le budget primitif de la voirie départementale. Merci, C'est Monsieur à le vous, Monsieur Président. le Vice-président. Je vous présente donc le rapport du budget primitif 2021 sur la voirie départementale, qui rentre dans les compétences du département, comme vous le savez très bien, et qui représente une somme de travaux importante pour les entreprises locales. Les propositions représentent un budget total de 6 399 850 € en dépenses de fonctionnement, 17 807 800 € en dépenses d'investissement, 885 500 en recettes de fonctionnement attendues et 2 874 700 € attendus en recettes d'investissement. Au niveau des dépenses de fonctionnement, donc de 6 399 850, il y a 3 652 000 € affectés aux travaux d'entretien des chaussées, des ouvrages d'art, des dépendances, des équipements de la route. Les 3/4 de l'entretien du patrimoine routier sont effectués en régie par les équipes des pôles techniques ainsi que par celles du centre technique départemental. 605 000 € seront affectés à l'entretien des véhicules, des engins et autres matériels. Le détail est dans le rapport. Pour la viabilisation des routes en période hivernale, il est prévu, hors rémunération du personnel, un montant de 905 000 € pour la saison 2020-2021. Ces dépenses correspondent à l'achat de fondants routiers, aux prestations réalisées par les agriculteurs, les entreprises ainsi qu'aux services météorologiques. Les autres dépenses de fonctionnement pour un montant de 1 220 850 € concernent notamment les frais de déplacement et d'habillement des agents et l'achat de carburant, environ 900 000 € et à divers frais. Enfin, il est proposé 17 000 € pour le financement des actions de sécurité routière, participation aux actions du plan départemental d'action et de sécurité routière et versement de subventions, notamment au comité départemental de la prévention routière, au comité départemental de l'Association nationale de prévention en alcoolologie et actologie. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, c'est l'essentiel du budget, donc un peu moins de 18 millions d'euros. Il y a 47 000 € destinés à la modernisation du réseau principal et notamment à l'étude géotechnique dans le cadre du recalibrage de la mise hors gel de la RD 74 entre Noyer et le carrefour avec la RD 417 sur le territoire de la commune d'Ys-en-Bassigny. Il est prévu également 2 11 800 € pour les opérations de sécurité, notamment des travaux en groupement de commande sur les traversées de l'agglomération, des aménagements à programmer en accompagnement du relèvement de la vitesse à 90 km/h, suppression d'obstacles, l'implantation également sur la sortie autoroutière de notre symbole cigogne noire, qui est le symbole du parc national à Semoutier, et également des travaux d'aménagement du carrefour La Croix-Coquillon à Chaumont. Il y a 7 120 000 € qui sont destinés au renforcement des chaussées en béton bitumineux ou en enrobé coulé à froid, au reprofilage et renforcement de rives sur les réseaux secondaires, à la réhabilitation structurelle de la RD 400 entre Louz et la ferme du Chenois, et de la RD 384 entre le giratoire des barragistes et le giratoire de Valcourt, aux petites opérations de renforcement et au solde des études hydrauliques et des diagnostics de chaussées liés à la modification du profil en long de la RD 168 entre la RD 335 et Outigny-le-Grand et la RD 147 entre Vigne-la-Côte et Andelot. 3 millions sont destinés aux travaux récurrents de conservation des ouvrages d'art et aux opérations ponctuelles spécifiques. Le détail est également dans le rapport. 725 000 € destinés au renforcement, destinés au renouvellement de la signalisation verticale et des équipements de sécurité, hors pause. De plus, sont proposés dans le cadre de ce rapport 110 000 € pour des opérations préalables à la réalisation de travaux d'investissement, et notamment les levées de plans de la zone d'études, les études géotechniques et hydrauliques et les acquisitions foncières. 2 304 000 € pour l'acquisition ou le renouvellement de petits matériels et de véhicules et d'engins. 20 000 € pour l'amélioration de la couverture radio du réseau. 980 000 € pour l'accompagnement du procès CIGEO dont les détails des opérations figurent dans le rapport. 200 000 € pour les frais d'études liés à la réhabilitation des ponts mobiles de Curel et de Bayard et pour les travaux de mise en conformité du pont de Jorquenay. C'est une histoire qui dure.
De plus, il nous est proposé pour ces opérations de proroger l'autorisation de programme jusqu'en 2025 et de l'abonder de 2 millions d'euros, portant ainsi son montant à 4 millions d'euros. Il propose également d'inscrire 1 200 000 euros pour la poursuite de l'aménagement de l'itinéraire cyclable sur le chemin de halage du canal entre Champagne et Bourgogne. 110 000 euros pour l'aménagement d'un parking de covoiturage de 49 places sur le domaine public autoroutier concédé à proximité des échangeurs de Sommoutier, pas loin de la Cigogne, qui est inscrit au dossier d'orientation stratégique des parkings de covoiturage AP2R. La maîtrise d'ouvrage sera assurée par AP2R dans le cadre d'une convention formalisant les conditions financières des deux parties et l'entretien futur de l'aménagement. La convention sera signée en 2021 après validation des services de l'État de cet aménagement sur le domaine public autorité concédée. Les recettes attendues en 2021 sont estimées à 885 500 euros en fonctionnement et 2 814 000 en investissement, dont 1 447 700 euros au titre du GIP Haute-Marne. Enfin, 600 000 euros de dépenses de fonctionnement pour la réalisation en régie des travaux de mise en œuvre de la grave émulsion, de signalisation horizontale, de mise en place de glissiers de sécurité sur les chantiers d'investissement seront réimputés en section d'investissement par l'intermédiaire d'une opération d'ordre. Monsieur le Président, on vous demande de vous prononcer sur ces propositions qui ont recueilli l'avis favorable de la 3e commission qui s'est réunie le 16 novembre 2020. Merci, Monsieur le Vice-président. Y a-t-il des questions sur ce budget voirie départementale? Beaucoup de chiffres, beaucoup d'opérations. Beaucoup d'argent. Un maintien des engagements sur nos routes, hein, pas de stabilité depuis plusieurs années. Alors, pas de questions? Non? Alors, on passe au rapport suivant, les infrastructures numériques. C'est Monsieur Paul Fournier qui présente le rapport. Monsieur le Président. Merci, Président. Alors, comme vous le savez, il y a 2 mois, le département a créé une société publique locale qui reprend les missions de Haute-Marne numérique, c'est-à-dire la commercialisation et l'exploitation du réseau via un affermage. Donc, nous avons en dépenses de fonctionnement 122 000 euros qui correspond en fait à des factures de prestations, hein, c'est-à-dire que toutes ces dépenses qui sont évaluées pour l'instant à un montant de 120 000 euros seront refacturées à la SPL. Mais évidemment, on est quand même obligé d'inscrire les dépenses. Vous les retrouvez dans les recettes de fonctionnement qui sont de 312 000 euros. Donc, vous avez la refacturation de ces 120 000 euros et l'affermage, hein, c'est-à-dire la mise à disposition du réseau qui est payé par la SPL. Pour ce qui concerne l'investissement, nous avons des dépenses à hauteur de 1 million, ce qui correspond à un quart de l'autorisation de programme qui a déjà été votée pour 2018-2023 concernant le FTTH, les fameuses 75 000 prises dont parlait le Président dans son discours introductif. Comme vous le savez, le FTTH est payé par plusieurs collectivités et la part qui devait revenir habituellement aux EPCI a été prise en charge totalement par le département et le GIP, chacune respectivement à hauteur de 50%. Donc là, évidemment, comme tout ne va pas se faire en un an, pour l'année prochaine, il a été prévu 1 million sur les 4 millions de l'AP. En recettes d'investissement, enfin, une petite somme de 8 000 euros qui est le solde de la subvention qui avait été versée. C'est une subvention au total qui était de 20 000 euros qui avait été versée par la Caisse des dépôts et consignations pour aider à l'étude de la mise en place, de la création de la structure. Il vous est demandé donc de voter ce budget pour les infrastructures numériques après l'avis favorable de la 3e commission du 16 novembre 2020. Merci, Monsieur Fournier. Des demandes d'intervention sur ce rapport? Non. Alors, on passe au rapport suivant qui concerne les bâtiments départementaux et collèges publics, le volet immobilier. C'est Monsieur Fournier, Monsieur le Président, qui rapporte ce numéro 3. Merci, Président. Donc là, alors j'ai essayé de résumer au maximum. Alors bon, c'est un budget qui est assez énorme, comme vous le voyez. 26 millions en investissement, donc pour les bâtiments départementaux, et puis on verra ensuite pour le collège public. Donc là, on est vraiment sur des dépenses très lourdes
Je ne peux pas empêcher que ça ressemble un peu à une liste de courses, mais vous allez voir que les montants sont quand même très importants et il faut un peu avoir une idée précisément de ce qu'on fait dans le domaine. Alors, je me suis permis d'aller regarder aussi dans le budget de l'année dernière pour vous dire si jamais il y avait une différence par rapport à l'année dernière dans les montants qui étaient notables. Alors, on va commencer par les dépenses de fonctionnement pour les bâtiments départementaux. Donc, nous avons en fonctionnement tout ce qui concerne les contrats d'entretien, l'achat de fournitures pour les travaux et tout ce qui concerne les marchés de maintenance pour le patrimoine immobilier, notamment tout ce qui concerne les ascenseurs, par exemple, les systèmes de sécurité, etc., pour 355 000 euros au total. La part la plus importante étant en réalité occupée par l'entretien des jardins de tous les bâtiments qui appartiennent au conseil départemental, et notamment tous les bâtiments qui concernent la solidarité, donc les foyers de vie de Saint-Blain, le centre d'action sociale et Isartel. Et puis quand même une part non négligeable d'impôts et taxes pour 90 000 euros. Pour les dépenses d'investissement, alors là on a une très forte augmentation par rapport à l'année dernière qui tient en fait à une opération. L'année dernière on était à 16,2 millions d'investissement. Cette année on a 25 millions, un peu plus de 25 millions. C'est en réalité causé par la construction de la gendarmerie de Chaumont. Alors, nous avons en première partie donc, le plan de modernisation des centres d'exploitation routiers et le centre technique départemental qui se trouve à Chaumont. Au total, donc 4 millions d'autorisations. Donc, comme vous le savez, on va avoir en 2021 la mise en œuvre et la livraison des centres d'exploitation de Bourg-Sainte-Marie et de Rimeaucourt, qui remplacent respectivement Bourmont et Andelot. Le marché maîtrise d'œuvre qui sera lancé pour Joinville, qui sera construit, donc, le centre d'exploitation et le pôle technique sur la ZAC de la Joinchère à Joinville. Et puis les études qui vont démarrer sur le centre technique départemental de Chaumont, puisque vous savez qu'on souhaite reconstruire le centre technique départementale en regroupant absolument toutes les activités qui sont à Chaumont, avec en plus la construction d'un nouveau silo à sel et d'une station d'émulsion sur le site actuel. Donc ça va être à la fois un déménagement et une reconstruction, ça va être assez lourd et assez compliqué. Et là, on attaquera la première phase qui sont les études pour quand même 433 000 euros. Et nous avons aussi l'étude qui concerne le futur centre d'exploitation avec une caserne de pompiers sur le même site pour Nogent. Avec aussi, donc, vous avez l'autorisation aussi pour l'étude qui concerne la gendarmerie de Nogent en même temps. Pour les gendarmeries, justement, c'est la plus grosse opération pour 16 255 000. Donc, vous avez les travaux de gendarmerie de Bologne, Chevillon et Chalindrey. Ce ne sont que les soldes des marchés puisqu'elles ont été livrées. Et nous avons en revanche le plus gros dossier qui est la construction de la gendarmerie de Chaumont. Si vous avez traîné du côté du quartier Foch de Chaumont, vous avez pu voir que les travaux ont déjà très bien commencé avec toute la plateforme pour le gros œuvre qui est en train de démarrer. Les engins de chantier n'arrêtent pas le travail. Donc les travaux ont démarré il y a très peu de temps, il y a 2 mois à peu près. On a fait le lancement des travaux avec monsieur le préfet. Donc, je vous rappelle, 74 logements, plus la gendarmerie, maître d'œuvre Eiffage, dossier qui est à plus de 21 millions au total. Nous avons ensuite la réhabilitation du bâtiment Isartel pour 410 000 euros. Tous ceux qui l'ont un peu fréquenté savent que ce n'est pas du luxe. Voilà, donc on continue les travaux pour le bâtiment dédié au social. La réhabilitation des écoles Jean Moulin, donc l'école maternelle qui deviendra la future maison des fratries. Donc les travaux ont été réalisés en 2020 et l'année prochaine, on soldera les marchés. En revanche, pour la réhabilitation de l'école primaire Jean Moulin, on continue les études l'année prochaine et les travaux auront lieu plus tard. Donc nous avons au total 125 000 euros pour la réhabilitation des écoles Jean Moulin, donc qui se trouve, je vous le rappelle, à Chaumont, derrière l'ancienne IUFM, ancienne ESP, je ne me rappelle plus du nouveau nom. Pour 2 millions d'euros, le chantier symbolique de la Mazerie, où notre président a démarré le premier coup de marteau il y a très peu de temps, à la fin de l'année, et nous allons avoir une année 2021 qui sera consacrée aux travaux de rénovation. Et nous espérons pouvoir livrer le nouveau chalet pour 2022. Et on a voté d'ailleurs une
une autorisation de programme supplémentaire de 600 000 € tout à l'heure. La réhabilitation de l'école de la deuxième chance pour une somme plus modeste de 60 000 € et le mémorial Charles de Gaulle pour l'aménagement du hall qui a été bloqué pendant un certain temps, notamment pendant la période de Covid, à 555 000 € et l'acquisition de nouveaux matériels pour 200 000 €. L'école de vol de la Lièze, les 100 000 €, ce sont des études, puisque vous savez qu'on risque d'avoir des travaux très lourds, voire carrément une reconstruction, puisque le bâtiment, le moins qu'on puisse dire, est qu'il montre des signes de fatigue, voire même des problèmes structurels d'ampleur. L'aménagement de la parcelle Salin et les travaux au château du Grand Jardin pour 1,4 million qui devraient s'achever donc à l'été 2021. La maison d'accueil pour 685 000 €, avec notamment les services pour tout ce qui est du tourisme avec la communauté de communes qui sera accueillie dans ce bâtiment, et l'aménagement de la parcelle pour l'autre moitié de la somme. Après les fauteuils, l'acoustique de notre chère salle durant laquelle pour l'instant nous n'avons pas le droit de nous réunir, la salle Jean Schwab, pour 20 000 €. Donc il s'agit du système vidéo et des installations de chauffage aussi, et évidemment du système micro. La réhabilitation de la Villa Marlex, on en a déjà parlé, pour 100 000 €, je ne reviens pas dessus. Ensuite, en opérations diverses, nous avons la réhabilitation de l'immeuble Barrel, vous savez qui devrait accueillir les voies navigables de France. Pour l'instant, Voies navigables de France se trouve actuellement sur l'emplacement du CTD. Et pour pouvoir occuper l'ensemble de la parcelle, nous avons trouvé un immeuble pour Voies navigables de France que nous rénovons. Et bien sûr, Voies navigables de France nous versera un loyer équivalent pour rembourser les travaux. Ça, je passe, c'est bon. Si vous n'avez pas de questions là-dessus, je continue. Pour ce qui est des recettes prévisionnelles, ce sont des recettes, généralement, pour ce qui concerne le fonctionnement, ce sont les chaufferies des foyers de vie de Saint-Blain. Donc là, c'est l'établissement qui nous rembourse la somme du fonctionnement. Et en recettes d'investissement, la quasi-totalité sont des recettes du GIP Haute-Marne pour tous les travaux d'investissement qui concernent notamment les gendarmeries, Bologne, Chalindrey, Chevillon, Chaumont et le mémorial Charles de Gaulle. Voici pour les bâtiments départementaux. Je vais maintenant attaquer les collèges publics départementaux, le volet immobilier. En dépenses de fonctionnement, donc là on a à peu près la même somme on a 800 000 € de plus en investissement que l'année dernière. L'année dernière on était à 11,2 millions et cette année on est à un tout petit peu plus de 12 millions d'investissement. Alors pour les dépenses de fonctionnement, nous sommes à 540 000 €, donc il s'agit pour une très grosse partie de l'exploitation des chaufferies de bois des collèges de Bourmont, Faille-Biot et Vassy. Donc il s'agit de la maintenance des installations qui sont quand même coûteuses et de la fourniture des combustibles. Donc évidemment, on retrouve ça ensuite en recettes, puisque évidemment c'est remboursé ensuite par les établissements, même si c'est aussi de l'argent du département. Dépenses d'investissement pour les fameux 12 millions dont je vous ai parlé. Donc nous avons les travaux qui se sont terminés. Donc là, c'est le solde des marchés pour la reconstruction du collège Les Vignes du Cré à Protois pour 130 000 €. Idem pour l'Anou à Saint-Dizier, les travaux sont terminés. Enfin, pour 250 000 €. Nous avons le projet qui est en construction actuellement. Les collègues membres de la 3e commission ont pu visiter il y a très peu de temps la construction de l'ensemble scolaire à Joinville, qui a très bien démarré, qui est vraiment très impressionnant et qui promet d'être une architecture absolument exceptionnelle. Effectivement, on avait parlé du collège de demain, mais là on est vraiment dedans. D'après ce qu'on a vu des travaux, ce n'est que le gros œuvre, mais effectivement l'architecture est très belle et très impressionnante. Pour 10 millions €, et le délai de 24 mois devrait nous amener à janvier 2022 pour la fin des travaux. Très important, le gymnase dans lequel certains de mes collègues ont pu suer sang et larmes dans le collège de Doulincourt, qui va être réhabilité pour 75 000 €. L'année 2021 étant consacrée aux études pour la réhabilitation de ce collège. La reprise des désordres du collège La Rochotte à Chaumont, qui dure depuis un certain temps, je m'abstiendrai de trop développer, pour 200 000 €. Donc là, il est prévu le lancement d'une consultation de maîtrise d'œuvre. Je vous rappelle que le toit, qui est en zinc, un très beau matériau, mais compliqué à mettre en œuvre,
La reprise de la cour de récréation qui part en poussière et des fissures qu'on a pu constater suite à certaines expertises, peut-être liées à des tirs de mine pour des travaux ayant eu lieu à Chaumont. En tous les cas, on a budgété 200 000 € pour tenter de trouver des solutions à ces désordres. La réfection du préau de Fronc pour 60 000 €. Dans les autres dépenses, ce sont des acquisitions de mobilier et de matériel pour 157 000 € en tout. Je passe. Pour les dépenses hors plan collège, il s'agit surtout de travaux d'aménagement de cuisine et de sanitaire. C'est hors plan collège, mais ça concerne les collèges. C'est pas dans les nouvelles constructions, je veux dire, mais c'est dans des petits investissements au sein des collèges. C'est ça qu'on appelle des dépenses collège, mais hors plan collège. Pour les recettes, nous avons en recette de fonctionnement, et justement les remboursements des frais des chaufferies biomasse pour une bonne partie, donc le total est de 345 000. Pour les recettes d'investissement, il s'agit aussi de subventions du GIP pour une bonne partie, et aussi surtout la plus grosse partie des 6,9 millions, quasiment 7 millions, il s'agit du remboursement par la communauté de communes du bassin de Joinville de 3,9 millions concernant les travaux du collège et de l'école qui vont être sur le même site. Vous savez que on a une co-maîtrise d'ouvrage, c'est le département qui avance les sommes et c'est la communauté de communes qui rembourse. Donc, ce qui explique la forte augmentation des recettes d'investissement pour le plan collège. En réalité, c'est pas pour le collège, c'est pour l'école qu'on construit aussi, qu'on co-construit. Ensuite, pour ce qui concerne, non, c'est bon, c'est terminé. Je ne repasse pas sur les autorisations de programme modifiées, puisque Jean-Michel Rabier, notre très bon président de la commission finances, les a déjà évoquées, donc je ne vais pas les reprendre. Et je vais vous demander de voter sur cette délibération qui a recueilli l'avis favorable de la 3e commission le 16 novembre 2020. Merci, Monsieur Fournier, pour ce rapport synthétique. C'est vous qui l'avez dit. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur... effectivement, il y a beaucoup d'éléments dans ce rapport. Donc, Madame Ravenel a souhaité poser une question. Madame Ravenel, vous avez la parole. Voilà, merci, Président. Concernant le collège de Val-de-Meuse, est-ce que les travaux de rénovation des logements sont prévus dans les années futures? On va vous répondre. Je vais vous répondre tout de suite en feuilletant mes fichiers, parce que là, je ne l'ai pas en tête. Effectivement, pour le collège Camille Flammarion, alors c'est pas dans votre dossier, donc là, je recherche dans mes fichiers. Pour le collège, donc effectivement, Camille Flammarion, c'est bien celui dont on parle. On a effectivement, alors c'est pas pour tout de suite, Madame Ravenel, je suis très honnête avec vous, pour l'instant, on l'a budgété pour le créneau 2023-2026 comme date de livraison prévisionnelle. Donc, à mon avis, on devrait démarrer pas l'année prochaine, mais en 2022, la reconstruction de 2 logements vétustes pour 400 000 € au total. Très bien, merci. Merci, Monsieur Fournier. D'autres demandes d'intervention? Type des questions? Non. Bien, alors nous allons passer au vote des trois derniers rapports sur la voirie départementale, les infrastructures numériques et les bâtiments départementaux. Alors, Monsieur André. Pour. Madame Blanc. Pour. Madame Brasseur. Pour. Madame Cardinal. Pour. Madame Colombo. Pour. Monsieur Convolte. Le 1 et 2 pour, le 3 abstention. D'accord, c'est noté. Madame Fischer-Patria. Pour. Monsieur Feuillet. Pour. Monsieur Fournier. Pour. Monsieur Viard. Pour. Monsieur Furtès. Pour. Monsieur Gendreau. Pour. Je ne participe pas au vote pour la 2e, pour le numérique. C'est noté. Monsieur Gouverneur. Pour. Monsieur Gros-Lambert. Pour. Monsieur Gros-Lambert pour Monsieur Ispar. Pour. Madame
Monsieur Lacroix est pour. Madame l'avocat. Pour. Madame Leduc. Pour. Madame Laurence Robert Dehaut. Pour le 1 et le 2, abstention pour le 3. Madame Marchand. Pour. Monsieur Martinelli. Pour. Madame Michel. Pour. Madame Nedelec. Pour, mais est-ce que je peux participer au vote sur le numérique? Non. Ça serait mieux que... C'est ça pas serait au mieux vote. Voilà. Merci. Monsieur Noireau. Celui-là, hein, seulement, évidemment. Oui, oui, oui. Pour. Monsieur Olivier. Pour. Alors, monsieur Viard, je pense, pour madame Pazior qui a dû nous quitter. Je suis encore là. Je suis encore là. Je m'en vais dans une minute. Ah, d'accord. Alors, Je suis vous encore- votez, madame Je suis Pazior. encore là. Donc, je vote pour. C'est noté. C'est mon dernier Monsieur vote. Ramier. Au revoir à tout le monde. Pour. Madame Ravenel. Madame Ravenel. On ne vous entend pas, madame Ravenel. Mon micro est ouvert. Oui, c'est bon. Merci. Madame Elisabeth Robert Dehaut. Alors, pour, avec une question, je suis administrateur de la SPL Haute-Marne numérique. C'est pas grave. Ça, c'est pas grave, vous n'avez pas de délégation de signature, donc vous pouvez voter. Alors, c'est bon. Merci. Madame Rossigneux. Pour. Madame Scholammer. Pour. Et monsieur Thiriot. Pour. Merci. Alors, le rapport suivant, il s'agit le rapport de la 4e commission concernant l'aménagement du territoire, et c'est madame Elisabeth Robert Dehaut qui présente ce rapport. Vous avez la parole, madame la vice-présidente. Alors, l'aide au territoire est le cœur de la compétence reconnue au département et consolidée par la loi NOTRe de 2015 en matière de solidarité territoriale. Et nous allons nous prononcer sur les autorisations de programmes affectés aux fonds d'aide aux communes ainsi qu'aux EPCI à fiscalité propre. Les modalités d'intervention financière du département font régulièrement l'objet d'une révision afin d'apporter une meilleure réponse aux bénéficiaires, et des adaptations ont été rendues nécessaires du fait de l'évolution des dispositions législatives et réglementaires. Conformément au règlement que nous avons voté en 2019, le soutien du département au territoire s'appuie désormais sur 3 processus distincts: la contractualisation sur la période 2019-2021, les fonds territoriaux et les fonds thématiques. Au titre de la 3e année de mise en œuvre de ce programme de soutien aux collectivités, je vous propose la création d'une autorisation de programme de 7 150 000 € pour les fonds territoriaux et thématiques, d'inscrire 11 667 568 € en crédit de paiement, dont 3 350 000 sur les fonds. Pardon, je m'étrangle. Relevant des anciens règlements d'aide. 6,6 millions pour honorer nos engagements sur la contractualisation. Et j'arrive pas à parler. Les fonds territoriaux et thématiques, donc 6,6 millions pour honorer nos engagements sur la contractualisation, les fonds territoriaux et thématiques, ainsi que 1,7 million pratiquement sur les opérations spécifiques telles que la construction du complexe Palestra ou la restauration des remparts de l'Orgue. Je vous propose également d'inscrire en recettes d'investissement 42 876 000 €, non 42 876 000 €. Le remboursement d'avance attribué d'une part à la communauté de communes des savoir-faire pour la construction d'une entreprise à Chalindré et d'autre part à la communauté de communes du bassin de Joinville, la construction d'une maison de santé pluriprofessionnelle. S'agissant des interventions économiques, je vous propose d'inscrire un crédit de paiement en dépenses d'investissement de 53 248 €, dont 43 248 pour l'avance remboursable accordée pour la construction d'un pôle multiservice à Vouécourt et 10 000 € pour plusieurs travaux au pôle technologique de Nogent. En recettes d'investissement, je vous propose d'inscrire un crédit de 152 279 €, seulement des avances et prêts accordés pour divers aménagements économiques. Enfin, je vous propose d'inscrire en dépenses de fonctionnement un crédit de paiement de 97 000 €
5 000 au titre de la participation du département au fonctionnement du Simtech et 12 000 pour l'adhésion du département au futur GIP Maison Grand Est Europe. De vous prononcer sur ces propositions qui ont reçu l'avis favorable de la 4e commission. Et pardon pour ma voix qui s'éraille. Merci, Madame Robert de Haut. Vous êtes allé jusqu'au bout. Vous l'avez fait. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce rapport? Non. On a un vote unique. Là. Oui, d'accord. Donc on doit passer au vote. J'ouvre le vote. Monsieur André. Pour. Madame Blanc. Pour. Madame Brasseur. Madame Brasseur. Madame Brasseur, une fois. Vous êtes là, Madame Brasseur? On me dit que vous êtes là. Micro. Bien. Madame Cardinal. Pour. Elle a changé de voix, Madame Cardinal. Madame Colombo. Pour. Monsieur Convolt. Pour. Monsieur Feuillet. Pour. Madame Fischer-Patria. Pour. Monsieur Fournier. Pour. Monsieur Viard. Pour. Monsieur Furtès. Pour. Monsieur Gendreau. Pour. Monsieur Gouverneur. Pour. Monsieur Gros-Lambert. Pour. Monsieur Gros-Lambert pour Monsieur Ispard. Pour. Madame Ditulio. Pour. Monsieur Calal. Pour. Rien. Monsieur et Madame l'avocat. Pour. Madame Leduc. Pour. Madame Laurence Robert de Haut. Pour. Madame Marchand. Monsieur Martinelli. Pour. Madame Michel. Pour. Madame Nedelec. Je suis concernée par le Simtech. C'est pas président? Vous ne prenez pas part au vote alors, Madame Nedelec. Oui. C'est noté. Monsieur Merci. Olivier. Monsieur Noireau. Pour. Madame Pazior, donc là, cette fois-ci est partie, je crois. Monsieur Viard. Pour moi, Monsieur Olivier aussi. Monsieur Rabier. Pour. Madame Ravenel. Pour. Madame Elisabeth Robert de Haut. Pour. Madame Rossigneux. Pour. Madame Scholammer. Pour. Monsieur Thiriot. Pour. Merci, c'est adopté. Le rapport suivant, il s'agit du Fonds départemental pour l'environnement. C'est Monsieur le vice-président gouverneur qui prend la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vous présente donc le rapport relatif au Fonds départemental pour l'environnement, FDE. Ce fonds, comme vous le savez, vise explicitement à soutenir financièrement les collectivités départementales s'engageant dans des travaux d'investissement coûteux dans le domaine de l'environnement. Entre 2012 et 2020, 966 projets ont pu bénéficier de cette aide pour un montant total de 17 182 517 €. Et en ce qui concerne plus précisément l'année 2020, comme vous pourrez le constater à l'issue de la commission permanente de ce jour, le dynamisme des collectivités locales n'a pas été entamé par la Covid-19, puisque sur les 2 400 000 € d'autorisation de programme, la totalité de cette enveloppe à 4 000 € près devrait être attribuée. Enfin, et en guise de conclusion, comme notre président nous l'a suggéré, je pense que nous serons amenés d'ici peut-être le printemps 2021 à notamment repenser le règlement du FDE afin de donner un nouvel élan à nos collectivités locales pour mieux se préparer face au réchauffement climatique. Il s'agit en fait de considérer l'eau sous toutes ses formes et l'évolution qu'on pourrait apporter à notre règlement d'aide. Enfin, Monsieur le Président vous propose donc de voter pour 2021 les crédits nécessaires à la poursuite de cette politique de solidarité territoriale, à savoir le vote d'une nouvelle autorisation de programme de 2 400 000 € pour l'instruction des demandes de subventions qui arriveront au cours de l'année 2021, l'inscription de 833 568 € de crédits de paiement
pour les opérations antérieures sur la période 2012-2018. Enfin, l'inscription de 1 400 000 € de crédit de paiement pour les opérations antérieures sur la période 2019-2020 et pour les opérations qui seront engagées dans l'année 2021. Monsieur le Président vous demande de bien vouloir vous prononcer sur cette proposition. Merci, Monsieur le Gouverneur. Des questions sur le FDE et sur ses évolutions possibles? Pas de questions. On passe donc au rapport suivant. C'est Madame Fischer-Patria qui présente les actions environnementales. Vous avez la parole, Madame Patria. Merci, Monsieur le Président. Dans le domaine de l'environnement, l'action du Conseil départemental est diverse et variée. Outre l'action du laboratoire départemental d'analyse, du service départemental d'assistance technique, le Conseil départemental soutient depuis plusieurs années les collectivités et les associations haut-marnaises œuvrant pour l'amélioration de l'environnement et du cadre de vie de nos concitoyens. À cet effet, il vous est proposé de poursuivre notre politique visant à accompagner les collectivités haut-marnaises s'engageant dans la mise en place de périmètres de protection de leur captage d'eau, avec une autorisation de programme de 10 000 € et de 6 000 € de crédit de paiement pour répondre aux engagements pris sur les autorisations de programme en cours et en instance, de continuer à soutenir les actions portées et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en inscrivant 200 000 € de crédit de paiement, de soutenir l'association départementale des communes forestières œuvrant auprès des collectivités pour une meilleure gestion du patrimoine forestier des communes en inscrivant 5 000 € de crédit de paiement. Enfin, il vous est proposé de poursuivre notre adhésion à l'EPMA EPTB Meuse en inscrivant 2 500 € de crédit de paiement. Monsieur le Président vous demande de bien vouloir vous prononcer sur l'ensemble de ces propositions qui ont recueilli l'avis favorable de la 5e commission le 13 novembre dernier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Y a-t-il des questions sur les actions environnementales? Madame Rossigneux. Madame Rossigneux. Tout simplement pour dire que je ne prendrai pas part au vote puisque je suis présidente du CAUE. Alors, on va passer tout de suite. Oui, elle t'a pas entendu. Merci. Oui, merci, Madame Rossigneux. D'accord. C'est noté. Alors, on passe ensuite aux politiques départementales des espaces naturels sensibles. C'est toujours Madame Fischer-Patria qui nous présente le rapport. Merci, Monsieur le Président. Le Code de l'urbanisme confère au département des compétences fortes en matière de protection des espaces naturels. En effet, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinés à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés par l'article L101.2. Chaque année, devant justifier auprès des contribuables et des services de l'État de l'utilisation du produit de la taxe d'aménagement départementale, il nous est apparu important de devoir se doter en 2019 d'une politique en faveur de la préservation et de la valorisation des espaces naturels sensibles. Au-delà de cet exercice légitime, de rendre compte de l'affectation de cette ressource fiscale locale, une des dernières d'ailleurs qui ira le Conseil départemental, et les actions qu'il porte en ce sens à son territoire, ses habitants et ses acteurs économiques. Notre politique en matière d'espaces naturels sensibles répond à de nombreux enjeux sociétaux auxquels notre territoire n'échappe pas. Érosion de la biodiversité, banalisation des paysages, atteinte au bon fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides, atteinte d'espaces naturels remarquables et assèchement de cours d'eau suite à des périodes d'étiage de plus en plus sévères. On a pu le voir cette année. Ruissellement et érosion des sols provoquant des inondations. Tout autant de mots et donc de défis qui font que notre résilience nous convie à préserver et valoriser notre environnement pour les générations futures. La qualité et la richesse de notre environnement est un indéniable vecteur d'attractivité pour notre département, reconnu nationalement d'ailleurs avec la création du 11e parc national. Ainsi, il vous est proposé de poursuivre l'affectation à la politique ENS des actions départementales afférentes à ces différentes politiques au titre de la protection de la ressource d'eau, des actions du PDIPR, des projets de cyclotourisme, des dépenses de gestion, d'entretien et d'aménagement du parc Audin, des actions d'éducation à l'environnement des scolaires, de continuer à confier l'animation de la politique départementale des ENS sensibles au CAE, enfin d'effectuer
297 000 € d'inscription au budget primitif 2021, dont 250 000 € d'enveloppe pluriannuelle d'investissement et de crédit de paiement pour la protection des captages d'eau potable, les projets locaux d'espaces naturels sensibles, l'aménagement des milieux aquatiques et des zones humides et les programmes paysagers. 30 000 € de crédit de paiement en matière de fonctionnement pour la mise en place de bandes fleuries au bord de routes départementales. 13 000 € de crédit de paiement en matière de fonctionnement pour le programme paysager d'implantation de bandes enherbées, faune sauvage et mellifères en secteur agricole. Monsieur le Président, je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur l'ensemble de ces propositions qui a recueilli l'avis favorable de la 5e commission le 13 novembre dernier. Merci, Madame Fischer-Patria. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce rapport? Madame Rossigneux. Madame Rossigneux, vous avez la parole. Alors, simplement pour féliciter et remercier l'animateur des espaces naturels sensibles, car